Monsieur Haj Nasser, bonjour. Bonjour. Une nouvelle fois, on vous accueille à Contresens et nous sommes très heureux de vous accueillir. Et nous allons poursuivre notre discussion à propos de l'Algérie, à propos de l'histoire, à propos de différentes questions sur lesquelles on attend votre éclairage. Alors donc, après l'indépendance de l'Algérie, vous avez dit très brièvement dans la martingale qu'il fallait quand même préserver quelques cadres français et leur permettre de continuer à travailler en Algérie parce qu'on en avait besoin. Le jeune État ou l'État naissant qui était l'Algérie à cette époque devait s'appuyer sur ces cadres-là, mais ils sont partis. Donc quel est votre commentaire par rapport à ça? En réalité, les accords d'Évian prévoyaient non seulement le maintien des cadres, mais le maintien de la population d'origine étrangère depuis 1830 en Algérie. D'origine étrangère parce qu'il n'y avait pas que des Français, il y avait des Espagnols, des Italiens, il y avait des gens qui étaient venus d'un peu partout. Il y avait même des Indiens, enfin d'Inde, je veux dire, c'était un pays d'émigration. Or, une des premières mesures qui a été prise contre la volonté populaire, c'était quasiment ce coup d'État à travers ce qui a été imposé à ce qui est resté du GPRA au cinéma Afrique, c'est-à-dire la constitution algérienne, où on a imposé l'idée que pour être algérien, il fallait être musulman. C'était tout à fait contraire et au GPRA et aux accords d'Évian. C'était une façon de dire que tout ça était caduc et qu'il fallait mettre dehors les populations non musulmanes. Donc pas seulement pieds noirs, mais non musulmanes. On sait très bien que, par exemple, la communauté juive, quand même, elle est millénaire. Ce ne sont pas des pieds noirs, même s'ils se définissent comme pieds noirs. Et puis, bon, l'Algérie a été chrétienne, quand même, au 5e siècle, etc. Qu'il y avait diverses communautés à l'intérieur du pays qui n'étaient pas toutes encore, je dirais pas islamisées, mais qui n'étaient pas dans le moule de l'islam officiel. Donc, manifestement, quelque chose de dur s'était mis en place à ce moment-là et qui correspondait à la recherche d'une certaine légitimité de la part de ceux qui ont pris le pouvoir avec brutalité. Nous l'avons dit la dernière fois en parlant du Marzen, que ceux qui sont arrivés des frontières ont commencé d'abord par s'acheter une légitimité, on va dire, historique, traditionnelle, par le mariage avec les enfants du Marzen, qui, eux, savaient gérer l'intermédiation, mais cela ne suffisait pas. Donc, il leur fallait élargir la légitimité. Donc, on voit bien, à travers l'exclusion de ceux qui n'étaient pas des musulmans selon la définition officielle. On cherchait à l'époque, pendant qu'on faisait des discours ultra-gauchistes, la légitimité, on va dire, des musulmans basiques. Et on revient à ce débat entre Jamiat al-Ulama, l'arabe de la philosophie, l'arabe de la question, et les Zawiya, et l'arabe de l'obéissance. Donc là, on a un choix déjà sur l'islam obligatoire, mais pas n'importe quel islam, l'islam de l'obéissance. Donc voilà, déjà, on a le cadre qui est posé dès 1962-63. Pendant ce temps-là, ne l'oublions pas, le discours de Mbella était un discours gauchisant. C'est-à-dire, je regarde à gauche, mais je tourne à droite. Ça a toujours été comme ça. Donc, il est évident que si on considère objectivement les faits, il y avait une alliance entre
on va dire, l'esprit néocolonial qui voulait se venger de ces Algériens qui avaient refusé de rester des citoyens français, et les nouveaux dirigeants qui voulaient prendre le pouvoir au détriment de ceux qui avaient les aptitudes intellectuelles de les remettre en cause. Et donc, il est clair, et on a vu par exemple que malgré les accords d'Évian, par exemple, Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, refusait de payer les salaires de ces cadres français qui étaient en Algérie. Parce qu'on ne pouvait pas faire fonctionner l'Algérie sans ingénieurs pour le GA, l'électricité et les gaz d'Algérie, pour les services d'urbanisme, enfin, pour que le mode de fonctionnement normal. Les salaires n'étaient pas payés, tout simplement. Giscard d'Estaing, dans un double discours avec De Gaulle, refusait de payer. Giscard d'Estaing était très OAS, et on a vu à l'œuvre plus tard avec l'affaire du Sahara. Bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, évidemment, ce n'étaient pas des conditions favorables au maintien de ces populations en Algérie. C'était une précarisation qui a été mise en place. Bon. Ceci d'une part. D'autre part, nous avions quand même un certain nombre de gens formés à l'époque, de bonne qualité, mais aussi de moins bonne qualité. Que ces gens soient formés en français ou en arabe. Certains venaient de formations de pays occidentaux ou de pays d'ailleurs du camp socialiste pour les francophones, ou alors bien sûr de pays arabophones, principalement l'Égypte, Bagdad, enfin l'Irak et la Syrie. Alors, ces gens-là se sont retrouvés en Algérie dans une espèce de compétition. À qui allait prendre le pouvoir? La machine héritée était une machine, évidemment, qui était totalement francophone. Et donc, il était difficile que la prise de pouvoir le soit par ceux qui ne maîtrisaient pas le français. Cette machine francophone était entre les mains au départ pour les aspects techniques les plus importants des Français qui étaient restés dans le cadre des accords d'Évian ou des accords avec la France et qui, comme on vient de l'expliquer, étaient en position de précarisation. Pendant ce temps-là, les élites, les nouvelles élites francophones qui voulaient absolument progresser, d'un côté c'est légitime, mais enfin, ils ont essayé de le faire selon des méthodes pas très légitimes, qui étaient de remettre en cause la compétence, les positions des Français, non pas par des critères de compétence supérieurs légitimes, mais par des critères idéologiques construits. C'est-à-dire souvent, les nouveaux allaient accuser les anciens d'être en fait des coloniaux, d'être des représentants de la droite, de représenter des intérêts étrangers, d'être une cinquième colonne, etc., etc. De sorte que non seulement ils étaient précarisés salarialement, mais en plus, je veux dire, ils étaient montrés du doigt comme des traîtres en permanence et des traîtres par destination. Alors, tout ça découle du phénomène des biens vacants, sur lequel la parenthèse est très importante, parce que, là aussi, pour s'acheter une légitimité populaire, le nouveau pouvoir avait tout simplement déclaré les biens abandonnés par les Français comme étant des biens vacants. Et or, le bien vacant ne signifiait pas qu'il fallait des critères de gestion des biens vacants, mais qu'ils étaient vacants au tout venant, c'est-à-dire au plus fort, au plus puissant ou au plus grossier, ou à celui qui ose le plus. Et on s'est retrouvé avec des gens, avec une alliance entre des gens puissants, nouveaux, mais aussi tout simplement des voyous,
hein, des voyous de rue, des gens qui débarquaient de nulle part, qui se sont mis à s'accaparer des biens dits vacants. Les petits bourgeois, les intellectuels n'ont pas participé de la curée, parce que ce n'était pas dans leur culture que d'aller casser la porte d'une villa ou de casser une voiture luxueuse pour la prendre. Donc ils se sont retrouvés évincés. Tout ça sous la vision de ces Français qui avaient des positions clés et qui évidemment a contribué à leur précarisation. Parce qu'à ce moment-là, vous avez un Français qui habite une belle maison, bah, vous allez lui mettre 2 tracts de l'OAS, vous appelez un commissaire ou n'importe qui d'ailleurs, ou un adjoint technique de l'ordre, on les appelait comme ça, les ATO, et vous lui dites, voyez, c'est un ancien OAS, et vous lui preniez sa maison. J'ose pas dire sa femme aussi, mais enfin bon. Donc voilà. Donc vous aviez cet aspect, l'aspect que je vous ai décrit, c'est-à-dire des gens qui voulaient absolument progresser et qui n'avaient pas des critères à mettre en avant, qui étaient des critères de compétence, mais qui étaient des critères de celui-là c'est un colonisateur et moi je suis un patriote.